Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin pour une réflexion sur les causes profondes de la crise actuelle, le professeur Edlin Dorismont. Professeur Dorismont, qui est prof de philosophie au campus de Limonade. Il est aussi docteur en philosophie, directeur au Collège international de philosophie à Paris. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin. Professeur, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Radio et Télémétropole. Bonjour Randel, et bonjour aux téléspectateurs de Radio Télévision Métropole. C'est un plaisir pour moi, justement, d'être à cette émission et répondre à vos questions. Et là, vous intervenez en direct de l'Université de Limonade, si je ne m'abuse. Tout à fait. J'enseigne au campus de Limonade. Donc, cette semaine, précisément, ce jour, c'est un de mes jours de cours. Je suis à Limonade actuellement. Et je suis pour le campus. Je voudrais d'entrée de jeu voir avec vous si l'on doit évoquer les causes profondes de la crise. Est-ce que l'on doit placer ces causes, ou encore dans quelle période peut-on situer les causes de la crise actuelle? Alors, puisqu'il est question de cause, il faut aller au commencement, on ne peut pas dire à l'origine. Par moments, c'est un peu difficile de parler de l'origine de la société haïtienne, parce que généralement, quand on parle d'origine, cela renvoie davantage à un moment mythique, mythologique. Par ailleurs, il est important de penser la société haïtienne du point de vue de l'origine, une certaine origine, je dirais, historique, anthropologique, logique, qui permettrait de mieux apercevoir les éléments constitutifs de la société haïtienne, qui seraient à la fois des éléments historiques, mais aussi des éléments symboliques, imaginaires. Et à ce niveau-là, les causes de la société haïtienne devront être déjà placées au début de l'expérience de formation de la société haïtienne, je crois la période esclavagiste précisément. Et quand vous parlez de la période esclavagiste, donc ça remonte à nos ancêtres africains. À la fois nos ancêtres africains, mais aussi nos ancêtres indiens, nos ancêtres européens, il faut le dire aussi. Des fois, on a tendance tout simplement à penser que nous n'avons d'ancêtres que les Africains. Ben, il faut se détromper là-dessus. La société haïtienne, dans ses origines, on peut dire anthropologiques, est constituée tout au moins de trois grandes orientations, de trois grands plutôt horizons culturels, amérindiens, indiens, européens, tout ça au pluriel, et africains. Donc il faut justement remonter à ce moment kaléidoscopique où les horizons culturels, les peuples américains, indiens, bien entendu, africains, européens se sont mis ensemble, encore une fois dans un contexte de violence, de domination, de maltraitance, de préjugés, bien entendu, de discrimination, pour mieux comprendre le tissu anthropologique, social de la société haïtienne. Vous pensez, professeur, que la contribution des Indiens a été importante en termes de cause, je dirais, de cause de la crise actuelle, quand on sait que les Indiens avaient été très tôt exterminés par les occupants, par les colonisateurs? Tout à fait, mais quand on me pose la question du point de vue de l'importance, j'ai toujours l'impression qu'on veut, qu'on procède plutôt
par une approche quantitativiste, statisticienne, qui voudrait dire que quelle part, ou du moins quelle est la dimension, le pourcentage de part qu'auraient apporté les Indiens dans la constitution de la société haïtienne. La première chose, selon moi, à retenir, c'est que la société, la terre, justement, qui allait connaître cette rencontre entre Africains, Européens, Amérindiens, a été préalablement structurée, on pourrait dire, par les Indiens. Bien entendu, nombre de traces ont été rassurées par l'expérience esclavagiste. Ben, il n'en demeure pas moins vrai que les Indiens aient une influence déterminante. Peut-être que les sciences sociales n'est pas encore pris en compte véritablement, mais des travaux en archéologie montrent la présence centrale des Indiens dans l'imaginaire, dans la constitution du sens du sol où nous nous trouvons. C'est eux, en tout cas, qui ont été les premiers à arpenter. Ici, arpenter, c'est pas seulement mesurer, mais à structurer symboliquement au niveau du sens cette terre. Donc, leur présence est d'une grande importance. Leur présence doit être prise en compte à sa juste valeur. Si toutefois nous voulons habiter véritablement cette terre. Nous sommes, professeur, en 2021. Est-ce que vous pensez que la résolution de cette crise passe inévitablement par une meilleure compréhension des moments, des grands moments de l'histoire? D'abord, il faut aller à ce que j'appellerais la genèse de la société haïtienne, où, selon moi, un ensemble d'éléments structurants ont été mis en place. D'abord, aller voir dans l'expérience coloniale esclavagiste comment a été mis en place le racisme, la question de couleur, les formes de hiérarchisation précisément par le savoir et par la race, ou du moins par la couleur. Il faut aussi aller voir dans ce contexte historique, colonial et esclavagiste, le mode d'organisation de la politique, fondamentalement centré sur l'exploitation d'un groupe au nom de sa couleur, de son appartenance raciale, et voir comment tout ça a évolué au cours de l'histoire par un travail que j'appellerais d'appropriation, de réappropriation, de réinterprétation, mais toujours avec la structure entière, la structure que j'appelle coloniale entière. Donc, les grands moments, c'est d'abord, selon moi, la période esclavagiste, bien entendu, l'indépendance, la révolution haïtienne, mais par la suite, prendre en compte un ensemble de mouvements sociaux populaires qui ont été très bien présentés dans les travaux de l'historien Michel Hector, et se poser la question véritablement pourquoi ça dure aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, en 2021, nous en sommes à des crises? Et vraisemblablement, c'est des crises qui reviennent, qui se répètent dans leur contenu, dans leur structure. Donc, c'est bien là, à mon sens, qu'il y a lieu de s'interroger. Mais on devrait convenir, professeur, qu'après 3 siècles environ d'esclavage, et ce moment-là devrait être beaucoup plus important que la période précoloniale, à proprement parler. Alors, il faut dire que, selon moi, en matière d'expérience historique, il n'est pas toujours justifié de prioriser, ou du moins de se considérer que tel moment a été plus important que d'autres, pour la simple et bonne raison que les expériences passées peuvent ressurgir d'une certaine manière dans des événements actuels.
mais c'est justement ce qui importe. Et c'est aussi pour cela, en fait, j'allais le préciser, que je parle rarement de causes que plutôt des conditions. Alors, les causes renvoient, comme je l'ai signalé tout à l'heure, à l'origine, à un ensemble de pratiques originelles qui seraient à ce niveau au commencement et qui auraient généré de tels événements, de telles pratiques sociales, politiques, culturelles, et tout ça. Mais avec le temps, il y a plutôt une sorte d'aller-retour entre ce qui a été considéré au préalable comme cause et ses effets. Donc, c'est le retour entre effet et cause qu'il faut prendre en compte pour mieux comprendre. Et à ce niveau-là, il n'est pas toujours donné d'avance de savoir quel moment de l'histoire est plus important à prendre en compte pour interpréter notre actualité. Si tous les moments ont la même valeur ou encore la même importance dans une certaine mesure, est-ce que c'est à tort de croire que l'assassinat, par exemple, du père de la patrie, l'assassinat de l'empereur, pèse encore dans nos pratiques politiques en Haïti aujourd'hui? Pèse, bien entendu, mais c'est surtout au niveau je dirais, du symbolique. Du symbolique dans ce sens que, alors vous avez parlé de père, moi je dirais plutôt fondateur, et je dirais plutôt le héros inaugural qui justement a ouvert une brèche fondamentale et fondatrice dans le système esclavagiste d'alors. Mais j'ai parlé de symbolique en ce sens que, dès le départ, si vous voulez, nous avons commis un crime fondateur et qui traduit tout le malaise de la société haïtienne avec elle-même. En ce sens que l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines représente quelque part une forme à la fois d'ingratitude, une forme de dénégation de la fondation. À assassiner le père, comme vous l'avez dit, ou du moins le fondateur, justement, on a laissé à bien des égards une brèche dans l'ordre symbolique de la société haïtienne qui laisse les Haïtiens et la société haïtienne en elle-même ouverte sur les violences coloniales, esclavagistes et sur d'autres formes de violence qui allaient prendre forme au cours de l'histoire nationale. Et là encore, vous soutenez la thèse que le père fondateur de la patrie, pour reprendre, pour vous répéter, est parti avec le seul et le vrai projet de société. C'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que je veux dire. Je prends la plus de la question au niveau du symbolique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une société, qu'est-ce que c'est qu'une nation qui aurait dès le départ assassiné son fondateur. C'est un manque de reconnaissance. C'est en même temps un refus, on pourrait dire, de s'enraciner dans quelque chose de fondateur. Mais quant au projet, là, je pense qu'il y a plein de choses à voir et à revoir en ce qui concerne le fondateur Jean-Jacques Dessalines. Selon moi, ma perspective, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à louer en ce qui concerne le projet, parce que ça a été un projet colonial, de toute façon. Dessalines, grand propriétaire terrien, Dessalines, bien entendu, on lui prête souvent cette fameuse phrase « et ceux-là dont les pères sont en Afrique ». C'est une phrase très ambiguë. Est-ce qu'ils n'auront rien? Ambiguë en ce sens qu'on ne sait pas s'il parlait véritablement de tous les Africains ou s'il parlait des généraux africains. Mais en tout cas, du point de vue mythologique, il faut dire que ça importe parce que ça... Non, mais vous pensez qu'aujourd'hui encore, professeur, que ce point-là n'a pas été élucidé? Est-ce que Jean-Jacques Dessalines parlait des esclaves, par exemple, en général, dont les parents étaient encore en Afrique, ou encore est-ce qu'il parlait des généraux qui étaient dans l'entourage immédiat? À mon sens, non. À mon sens, non. Parce que tout simplement, la politique agraire,
qui a été mise en place en témoigne. Cela ne favorisait pas tout à fait les pauvres gens. Comme aujourd'hui, les politiques publiques ou les politiques tout court ne favorisent pas les pauvres gens. Savez-vous qu'il y a des sociologues à qui, quand on parle, qui laissent croire qu'au moment de l'assassinat de l'empereur, les terres auxquelles on fait référence n'avaient pas vraiment beaucoup de valeur? Est-ce que vous avez entendu? N'avaient pas de valeur en quel sens? N'avaient pas de valeur sur le plan pécuniaire, par exemple. C'est pourquoi on pouvait en avoir autant qu'on en voulait. Les terres n'ont pas de valeur, les terres sont valorisées par la culture. Donc, en ce sens-là, il faudrait mettre en place une véritable politique agricole de manière à ce que les terres aient de la valeur. Et je dois souligner, en fait, ces sociologues-là, d'une certaine manière, se sont bien trompés parce que c'est au nom de de la valeur de cette terre que les campagnes contre l'Est ont été mises en place. Tout ce que j'appelle la politique de la sauvegarde nationale, de la protection nationale contre l'éventuel retour de l'armée française, justement, tout cela a été mis en place. Donc, ce territoire a eu de grandes valeurs, en tout cas pour Jean-Jacques Dessalines et certains fondateurs de la nation haïtienne. La question terrienne, en quelque sorte, serait à l'origine, selon vous, de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines? Ben, là, il faut tout simplement voir ce que disent les historiens. Selon les historiens, c'est bien ça. Moi, je ne suis pas historien. Je me sers de ce que les historiens m'apportent comme données historiques, comme connaissances historiques pour produire des réflexions. Là, je ne suis pas trop en mesure de répondre de façon catégorique selon les données fournies par les historiens. Oui, et là encore, on peut se dire, quand on parle d'historiens de l'époque, c'était qui ces historiens et pour qui ils écrivaient? À qui voulait-il faire plaisir? Alors, j'ai une position très claire sur l'historiographie haïtienne, du commencement à aujourd'hui. Bien entendu, aujourd'hui, on constate une variation, une nouvelle orientation plus sociale, plus religieuse de l'historiographie haïtienne qui est essentiellement politique. Et politique, c'est-à-dire une historiographie écrite depuis le pouvoir, et généralement par des gens du pouvoir et au nom du pouvoir. C'est-à-dire, ceux-là, ils ont été historiens soit de leur cause, soit des causes de leur famille, de leur grande famille. Mais il est à souligner en même temps que l'historiographie haïtienne, en tout cas à ses débuts, c'est donner une mémoire particulière. C'est-à-dire une mémoire à la fois du pouvoir et de ceux qui ont le pouvoir, mais précisément de ceux qui ont une certaine couleur. On va observer la pause, professeur Edlin Dorismont, et au retour, on va essayer d'approcher les différentes facettes et leurs causes aussi de la crise actuelle, puisqu'elle est multidimensionnelle et elle a plusieurs formes aussi. Aujourd'hui, on parle de crise politique, on parle de crise économique, je pourrais même ajouter crise sanitaire. Elles sont nombreuses, les différentes crises auxquelles le pays fait face aujourd'hui. On reviendra dans un instant pour en parler, mais ce sera tout de suite après la pause. À tout à l'heure. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Edlin Dorismont. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin.
Le professeur Edlin Dorismont, docteur en philosophie, professeur de philosophie également à l'Université de Limonade, est notre invité ce matin avec qui on parle des causes profondes de la crise actuelle. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de voir avec vous la crise politique actuelle. La crise politique actuelle. Quoi qu'on dise que toutes les crises dépendent de la politique, ou encore toutes les crises sont interconnectées ou encore sont liées. De votre point de vue, professeur, pensez-vous que les Haïtiens finiront un jour par juguler d'abord la crise politique avant d'entrevoir des solutions pour les autres crises? Bien entendu, il y a lieu d'espérer. Mais espérer, en tout cas, du point de vue de la science, ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. Il faut d'abord tenter de comprendre pourquoi crise il y a, pourquoi ces crises se sont répétées au cours de l'histoire, comme je l'ai dit en début de l'émission, presque dans la même structure, avec les mêmes formes de structuration. Et ce n'est qu'à ce moment-là, on peut tout au moins penser, agir sur ce qu'on appelait les causes profondes de la crise. Et espérer, ce n'est pas dans le sens, bien entendu, d'un attentisme tel que cela se voit dans la société haïtienne, à l'idée que quelqu'un, un blanc, un étranger ou Dieu viendra nous sortir de cette affaire. Alors, vous savez que nous sommes des êtres historiques, mais ce qu'on ne dit pas souvent assez, que nos expériences historiques ne se déploient pas selon un fluide temporel qui, une fois passé, c'est passé définitivement. Mais non, les expériences historiques sont des expériences qui se sédimentent et leur sédimentation produit en retour des pratiques et des structures, et ces structures nous produisent, et surtout quand on ne tient pas compte de ces structures ou des formes de structuration qui sont à l'œuvre de nos pratiques, de nos comportements, ben on répète, on reproduit sans le savoir, à notre insu, les pratiques anciennes, les pratiques passées. On a parlé tantôt de moments importants dans l'histoire du pays. Et est-ce que vous pensez que ce que nous vivons actuellement en Haïti serait la résultante d'une attitude ou encore d'un comportement non préparé d'après 86? D'après 86, bien entendu. Alors moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on a voulu faire en 86? Bien entendu, on répète souvent, on a eu des acquis, liberté d'expression, tout ça. Mais bien entendu, je salue tous ces acquis qui ont été obtenus après 86. Mais pour moi, ça a été quand même très maigre, parce que pour moi, ce qui devrait importer, ça devait être la structuration, une nouvelle structuration de la politique, de l'économie, de la société, un accompagnement véritable des institutions à la société de manière à couper court une fois pour toutes aux velléités tyranniques, dictatoriales et aux politiques économiques d'appauvrissement. Ça n'a pas été le cas. C'est comme si les libertés acquises étaient suffisantes à elles-mêmes. La liberté, c'est pour mieux vivre. Donc, elle devait être accompagnée et soutenue par de véritables politiques économiques, de véritables politiques sociales, de redéfinition des institutions, ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez pas que cette liberté d'expression ouvre la voie à d'autres dérives également, professeur? Je ne sais pas ce que vous appelez dérive, mais la liberté, vous savez, est quelque chose d'absolu dans l'expérience politique, en tout cas, dans l'expérience collective.
elle ne saurait être source de dérive. Ce n'est pas la liberté en elle-même comme droit qui serait à l'origine des dérives, mais plutôt l'absence de pensée, l'absence de préoccupation en définissant les nouvelles règles des institutions qui seraient des institutions dites démocratiques, en redéfinissant aussi les pratiques, en agissant sur les comportements qui ont été structurés durant plus de 30 ans. Et si on va un peu plus loin dans l'histoire, durant plus d'un siècle et demi, par des pratiques despotiques, par des pratiques d'intolérance. Mais aussi, on n'a jamais pris en compte. Nous avons une compréhension de la liberté de la société haïtienne qui n'est pas encore tout à fait une compréhension de la liberté politique. La liberté, généralement pour l'haïtien, c'est le fait de faire ce qu'il veut et non pas ce qu'il doit faire selon la loi. Mais il n'y a jamais eu d'institution pour accompagner la redéfinition de l'expérience haïtienne de la liberté, pour restructurer cette compréhension de la liberté vers une véritable expérience du commun, de la pluralité politique. Dites-nous, professeur, on fait l'expérience de démocratie depuis environ une trentaine d'années. Là encore, j'en reviens à l'époque post-Duvalier ou bien post-86. Selon certains observateurs, nous faisons l'expérience pas de la démocratie dans le sens strict et noble du terme, mais nous faisons l'expérience d'une démocratie à l'haïtienne. Vous pensez quoi? Il faut dire déjà que la démocratie, ce n'est pas une expérience commune partout ailleurs. Il y a toujours eu des nuances. Cela, ce n'est pas pour justifier effectivement qu'il y aurait une expérience démocratique à l'haïtienne. Je ne sais pas ce que ça veut dire de toute façon. Une expérience démocratique présuppose en tout cas l'application d'exigences minimales. Bien entendu, liberté de conscience, liberté d'expression, mais aussi vivre décemment, mais aussi pouvoir espérer et croire justement en ces possibilités, avoir les occasions politiques, économiques, sociales pour s'épanouir. Donc, s'il n'y a pas eu tout ça, je ne vois pas en quoi on peut parler de démocratie à l'haïtienne. Il n'y a pas eu de démocratie, il y a eu une sorte de parodie de démocratie. La démocratie exige de la pensée. La démocratie exige de culture scientifique, de culture intellectuelle, qui favorise d'une certaine manière la tolérance à bien des égards, le dialogue, tout ça, mais on n'a rien fait. On n'a qu'à voir le système éducatif pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de souci de démocratie véritablement. Qu'est-ce qu'on a fait de l'école? Comment on forme les futurs citoyens, les plus jeunes? Qu'est-ce qu'on les propose comme rêve, en tout cas comme aspiration? Il n'y a rien eu de 86 à nos jours. Bien sûr, on a monté des murs, on a mis quelques bancs dans ces murs-là, on n'a pas formé des profs, on n'a pas équipé de façon pertinente ces locaux. Les professeurs ne sont pas bien payés. En quoi on parle de démocratie? En quoi il s'agit-il de démocratie, puisque toutes les conditions institutionnelles qui devaient être mises en place n'ont pas été mises en place? Maintenant, et plus de 30 ans après le départ des Duvalier, où est-ce que l'on en est? Quels sont donc les résultats? Écoutez, vous êtes journaliste, vous observez au jour le jour la situation sociale, politique, économique de la société haïtienne. Vous avez bien remarqué que nous en sommes, bien entendu, à une situation hautement critique, à une situation à la limite, je le dirais de la sorte, de désespoir. Alors, une société entièrement déstructurée, en tout cas restructurée vers une dynamique de dissolution, une société qui ne produit que de la dépression, que
que de l'inespérance, du désespoir, il est clair que voilà, nous en sommes à un niveau d'effondrement inquiétant. Généralement, ou encore dans d'autres pays, c'est de l'université que sortent des propositions. Et vous êtes professeur d'université. Pour sortir de cette situation, professeur, on devait faire quoi? Alors, il faut dire que dans certaines sociétés, bien entendu, on a recours à l'université, mais il faut dire en même temps, c'est des sociétés qui ont une certaine confiance, qui font crédit d'une certaine manière à l'université, au savoir académique, au savoir scientifique. Dans la société haïtienne, ce n'est pas le cas. On n'a qu'à voir justement l'université, ses états, son fonctionnement, ce qu'elle produit, en tout cas ce qu'elle offre comme service, pour se poser la question de quelle université pour quelle proposition, quelle société aussi pour quelle université, de la mesure où, je le dis souvent de la sorte, la société haïtienne, il faut bien remarquer, est une société anti-intellectualiste ou anti-intellectuelle tout court. Alors, souvent, je dis, quand je tiens cette proposition, je dis qu'on va m'objecter que les parents envoient leur enfant à l'école. Bien entendu, c'est juste, à mon sens, un mouvement spontané d'imitation, sachant que l'école, c'est jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain temps, a été vécu comme l'occasion par laquelle on pourra se tirer d'affaire, en bien ou en mal. Mais dans la société haïtienne, quelle place on accorde aux intellectuels? Quelle place on accorde aux universitaires? Qu'est-ce que l'université veut dire pour la société haïtienne? Je ne suis pas certain qu'elle veuille dire grand-chose. Deuxième élément, c'est les choix, en tout cas de la majorité de la population, généralement. Les choix sont portés vers les gens qui ressemblent, on peut dire ainsi, à la majorité de la population. Quand on a une société où plus de la moitié de la population est analphabète, il ne faut pas demander à cette société de savoir ce que c'est les bienfaits de l'université, ou du moins les bienfaits des intellectuels. Et cette partie de la population, à coup sûr, va choisir en fonction des rapports de ressemblance. Donc, autrement dit, il faut commencer tout au moins par penser l'université, par penser sa place, par lui apporter les moyens requis, bien entendu, par la régler de manière à ce qu'elle soit efficace et efficiente, et qu'elle cesse de reproduire les mêmes cabales de la société, les mêmes cabales du monde politique. Mais là, franchement, il est fort difficile de savoir qui commencera cela. Dans l'état actuel des choses, est-ce que vous pensez qu'Haïti pourra tenir encore longtemps? Tenir longtemps par rapport à quoi? Ah, écoutez, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, crise politique, crise au sein de la police nationale, nos institutions qui sont actuellement fragilisées, pour ne pas dire que la plupart d'entre elles n'existent plus, et on ne vit plus, c'est de la tension partout. Et on ne vit presque plus en Haïti. Les gens ont tendance à tourner le dos, à quitter le pays, à aller essayer de vivre ailleurs. C'est une crise réelle, professeur. Est-ce que vous pensez qu'on saura tenir longtemps? Il y a lieu de proposer plusieurs pistes à cette question. La première, c'est tout simplement de dire que, alors, il y a une thèse qui avance souvent l'éventuel effondrement de la société haïtienne, en pensant que des sociétés disparaissent.
Je ne partage pas trop, en tout cas, les éléments centraux de cette thèse, pour la simple et bonne raison que, selon moi, d'une part, la société haïtienne, ce qu'elle connaît aujourd'hui, n'est que la phase un peu amplifiée de ce qu'elle a connu dans son histoire, en tout cas nationale. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on a toujours, vous êtes en train de nous dire qu'on a toujours été en crise. On a toujours été marqué par ces luttes intestines, par la faiblesse des institutions, par le mépris, en tout cas, des lois ou des règles du jeu, et par le souci, bien entendu, de régler les causes par des bras de fer, par des rapports de corps à corps, par des rapports, en tout cas, dans les rues, au lieu que ça se passe dans les institutions. Aujourd'hui, et c'est peut-être là l'intérêt d'une analyse sur l'actualité haïtienne, ça s'est amplifié et on a le sentiment que ça se transforme vers un changement qualitatif. Ça s'est tellement amplifié, on a l'impression que du coup, ça change tout naturellement. Mais en fait, en gros, ce n'est que l'amplification. Deuxième élément de réponse, c'est de croire que, comme la nature nous donne à l'observer, quand le grain va pousser, la première chose qui se passe, c'est que le grain meurt. Peut-être que ce moment de grand désespoir soit le moment, on pourrait dire, de la mort, de la mort et de la renaissance. Pour moi, il faut espérer. Il n'y a pas lieu de porter de jugement arrêté sur les pratiques humaines, sachant que c'est cet élan de créativité qui manque, peut advenir à tout moment. Bien entendu, il y a lieu justement de réaliser, de faire un peu d'effort, des émissions comme celle-ci, d'investir dans l'université, de créer des réseaux de rencontres, de débats, de discussions pour selon moi, de donner naissance à de nouvelles formes de vitalité, à de nouvelles formes de liens. Mm-hmm. Là encore, toute la question, c'est qui commencera. Je n'ai pas encore la réponse. Professeur, l'histoire d'Haïti a été marquée par des luttes intestines, mépris des lois, mais aujourd'hui, la crise s'est amplifiée. Et si la situation est ce qu'elle est, comme vous la présentez, et que faire pour au moins entrevoir le bout du tunnel, professeur? Alors, avant même de répondre à la question que faire, il faut diagnostiquer. C'est justement ce que je propose dans mes écrits, dans mes prises de position. Non, mais le diagnostic, vous venez de... Le diagnostic, vous l'avez fait. Le diagnostic, vous venez de le faire. Et moi, je n'ai fait que reprendre vos termes en disant que l'histoire d'Haïti... Je l'ai fait, bien entendu, en partie lié aux questions que vous m'avez posées. Je dois ajouter quelques éléments supplémentaires pour approfondir et élargir le diagnostic. Alors, la première chose, justement, à constater, c'est que la société haïtienne, ça a été une société fondée sur des vérités politiques, historiques, anthropologiques, et ces vérités ont miné le vivre ensemble haïtien. La question de couleur, l'expérience coloniale qui a généré par la suite, faute de pensée, faute de prise en compte d'un véritable projet national, une économie subalterne, une bourgeoisie subalterne, une bourgeoisie qui ne respire que par l'autre, que par l'étranger, qui se fait tout simplement sous-traitant de la bourgeoisie internationale, mais aussi des leaders politiques ou des intellectuels, dans la grande majorité des cas, qui se font
aussi admirateur de l'autre, de l'universitaire étranger, de l'intellectuel étranger, qui ne trouve de légitimité qu'en faisant référence à ces étrangers-là. Troisième élément, c'est tout simplement cette forme de fracture qui existe au sein de la société haïtienne. J'avance cette hypothèse, malheureusement, qui n'a pas été soit comprise ou du moins discutée, c'est la question du commun et de la mémoire, de l'identité, au fond. J'ai constaté qu'il y a plusieurs mémoires qui circulent dans la société haïtienne, et là, il y a lieu justement de procéder à un inventaire de ces mémoires et voir dans la mesure du possible, c'est une obligation, bien entendu, de procéder à une stratégie de mémoire nationale. Nous devons, ou du moins les Haïtiens, doivent apprendre à se raconter ensemble, qu'on cesse avec des mémoires particulièrement familiales, bien entendu, qui peuvent se raconter en privé, mais que ces mémoires familiales, ces mémoires de groupe, n'ont pas de priorité, n'ont pas de prédilection sur la mémoire nationale, qui doit être instituée, enseignée, et par là construire un sentiment d'appartenance, un patriotisme haïtien qui manque ces temps-ci. Donc, selon moi, la proposition centrale à faire, c'est, selon moi, à constater que ce qui se passe en Haïti est avant tout une question de mémoire de groupes qui s'affrontent, qui se méprisent, qui se haïssent et qui veulent tout avoir au détriment des autres. Et il y a lieu, justement, de mettre en place, j'aime pas trop le mot dialogue national ou autre chose, parce que dialogue national, c'est selon moi un slogan auquel bon nombre de leaders politiques haïtiens ne croient pas, mais créer les conditions que les Haïtiens se racontent avec les enjeux, tous les enjeux que ça comporte. Les enjeux, c'est vraiment qu'il y ait de conflits, qu'il y ait de mépris, qu'il y ait d'insultes, mais avec l'espoir qu'éventuellement, cette mémoire éprouvée finira par s'installer et que les Haïtiens apprendront justement à se raconter ensemble, à partager ensemble quelque chose de commun, soit la souffrance esclavagiste, soit la souffrance impérialiste, soit la souffrance, je ne sais pas trop, raciste, quelque chose de ce genre. C'est par là, selon moi, qu'il serait important de commencer. Et les perspectives, ou encore, vous voyez l'horizon comment? Sombre? L'horizon sombre, c'est pour ceux qui n'agissent pas. Ceux qui n'agissent pas... Avez-vous le sentiment qu'on est en train d'agir? Avez-vous le sentiment qu'on est en train d'agir, professeur, aujourd'hui? Certainement pas. Mais bien entendu, puisqu'il est question de moi, pas de nous, pas de la société haïtienne, parce que je ne peux pas tout à fait sonder le niveau de créativité de la société haïtienne qui peut à tout moment s'exprimer de façon ahurissante et étonnante. C'est pour ça justement que je propose de ne pas avoir de jugement arrêté, et précisément de jugement négateur sur la capacité haïtienne à sortir de cette situation. Mais ce qui importe, c'est que chacun espère de manière à créer une véritable dynamique d'espérance collective. Oui, mais vous avez dit tantôt que espérer n'est pas une démarche scientifique. C'est pas une démarche scientifique, bien entendu. Mais l'espérance reste le seul recours, même quand il n'y a pas cette démarche scientifique. C'est une forme de mécanisme de survie. On espère, attendant que, justement, l'université, les institutions prennent le relais pratique pour proposer de véritables projets, de véritables mises en œuvre aux citoyens haïtiens. Une dernière question, professeur. Avez-vous le sentiment qu'à travers les différents moments de l'histoire d'Haïti,
le pays a toujours été au centre des préoccupations. Le pays a toujours été au centre, je dirais, et des questionnements des dirigeants. Des dirigeants haïtiens. Haïtiens, oui. Mais déjà, il faut se poser la question, selon moi, justement, puisque j'ai parlé tout à l'heure de mémoire. Alors, je dois préciser que la mémoire a un rapport avec les expériences vécues d'un groupe, d'une communauté, d'une collectivité, tel le cas de la société haïtienne, et au récit, du récit à l'identité. Mais tout ça propose en même temps une forme d'enracinement à la terre. Mais si toutefois il n'y a pas cela, alors ce que j'ai signalé tout à l'heure, il n'y a pas cette mémoire partagée. Il est clair qu'il n'y a pas de rapport partagé à la terre. Donc, il est clair qu'il n'y ait pas de patriotisme. Donc le problème est à ce niveau. Donc, les dirigeants haïtiens n'éprouvent aucun intérêt, justement pour la société haïtienne, en tout cas pour le grand nombre, parce que tout simplement, comme je l'ai signalé au début, la société haïtienne, dans sa genèse, dans sa formation esclavagiste, a déjà connu des liens, des points de fracture qui ont par la suite généré des poches identitaires, qui ont généré des groupes d'appartenance et des groupes d'intérêt et qui cherchent tout simplement à tirer profit de ce qu'il y a de commun au détriment des autres. Et il est difficile qu'advienne un grand intérêt, un intérêt central pour Haïti, si on ne met pas au préalable au centre ce que nous partageons en commun. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce qui est à l'œuvre, c'est l'engoncement dans des intérêts particuliers de groupes, de familles ou individuels, tout simplement. On ne peut pas s'élever au niveau de la communauté quand c'est le cas. Donc, une façon pour dire que, à mon sens, je l'ai signalé tout à l'heure, n'en déplaise aux historiens, aux sociologues auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, même le père fondateur n'a pas eu cette grandeur de l'intérêt commun. Je vous remercie infiniment, professeur Dorismont, professeur Edlin Dorismont. Merci d'avoir été disponible pour le public de Métropole, pour Métropole. Je vous souhaite une excellente journée avec nous et à très bientôt. Merci à vous, merci aux téléspectateurs qui ont accordé justement leur temps pour écouter cette causerie. Bonne journée à tous et puis à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Edlin Dorismont était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.